Salut, c'est Lise. Je reprends le fil de l'histoire de Saint-Corentin parce que j'ai beaucoup digressé à la fin de la vidéo précédente. Je résume. Corentin serait né vers 375 à Locmaria, près de Quimper. Il devient ermite dans le Ménésome, il fait des miracles, dont le poisson qui se régénère est la source de Primel. Nous avons dit que le roi Gradelon était impressionné par le talent de Corentin et pour le féliciter, il lui donne des terres où construire un monastère. Comme il lui fallait un évêque afin d'asseoir son autorité royale, il décide de s'occuper hardiment de l'affaire, ce qui nous amène à un épisode essentiel dans la vie de notre saint. Gradelon l'envoie avec Gwénolé et Tudy chez saint Martin de Tours. Là encore, c'est limite pour les dates, mais il s'agit plutôt de comprendre l'intention du moine rédacteur de la Vita, plus tard, au IXe siècle. Saint Martin est archevêque de Tours, de 371 à 397. Dans les vidéos précédentes, nous avons plusieurs fois évoqué le schisme breton, schisme entre guillemets. Jusqu'en 848, on considère que les diocèses de Rennes, Nantes et Vannes sont subordonnés à l'autorité de l'archevêque de Tours. Ils ont été peu investis par les migrations bretonnes d'outre-Manche, Pays de Galles et Cornouailles principalement. Tandis qu'à l'ouest de l'Armorique, les diocèses bretons en font globalement à leur tête, et pour schématiser laissent les Gallo de l'Est de la péninsule traiter avec les Francs, Clovis & Co. Mais en 848, donc bien après l'époque qui concerne nos saints du Traubrez, l'évêché de Dole, initialement celui de Saint-Sanson, fait sécession et s'érige en archevêché de Bretagne. On dit aussi en métropole. Ah mais ça n'a pas plu. Ils se sont bien chamaillés, chaque parti a fait preuve de ruse, de stratégie, de recherche d'appui politique, jusqu'à ce que le pape Innocent III règle le conflit au profit de l'archevêché de Tours en 1199. Pour la fin de l'histoire, sachez que depuis 1859, les diocèses de Bretagne relèvent de l'archidiocèse de Rennes, créé à cette date. Pas sûr que les Bretons de l'Ouest en soient ravis. Vous comprenez donc que dans la Vita de saint Corentin, quand on dit qu'il a été consacré évêque par saint Martin de Tours, ce n'est pas anodin, pas anecdotique. Il s'agit d'affirmer que le diocèse de Quimper tire sa légitimité du métropolitain de Tours, pas de ces sécessionnistes irresponsables de Dole. Mais après tout, pourquoi pas? Si Corentin était armoricain, s'il est vraiment né vers 375, il avait alors 22 ans à la mort de saint Martin. Ça fait un jeune évêque, mais bon. Et s'il vivait avant la grande migration des Bretons, survenue au siècle suivant, ces derniers n'avaient pas encore instauré leur contre-pouvoir. Et donc les chrétiens de la pointe de l'Armorique dépendaient bien de Tours, comme la ville de Vannes, avec Paterne. Patatras, dont Lobino pense que Corentin vivait dans les années 500, ce qui flanque tout par terre. Et d'ailleurs Domplaine en remet une couche en signalant que Gradelon, le roi de Cornouailles, bienfaiteur de Corentin, a été en relation avec Clovis et les Francs, donc à la fin du 5e siècle, et hop, lui aussi nous jette une bonne centaine d'années dans les yeux. Allez, on ne s'attarde pas, on repart sur la légende. Donc, sur ordre du roi Gradelon, Corentin part en direction de Tours avec Gwénolé et Tudy. Le roi laisse à Martin le soin de choisir lequel des trois doit être évêque. Martin se décide pour Corentin et charge celui-ci de bénir les deux autres comme abbés de leurs abbayes respectives, à Landévennec et Loctudy. Là encore, c'est une façon d'affirmer l'autorité de l'évêque sur les abbés, l'autorité de Rome sur les moines. Je sais pas vous, mais moi je préférais les histoires de dragons, de sorcières et de messes sur les dos de baleines. Gradelon donne son château de Quimper à Corentin pour y ériger sa cathédrale, tandis que lui-même part s'installer dans la cité d'Is. Je vais laisser Sainte-Anne, qui ne devrait plus tarder, vous raconter la légende de la ville d'Is, elle la connaît mieux que moi. Et à la fin, Corentin meurt. C'est tout, c'est tout. Après, on a des histoires de reliques expatriées à l'arrivée des Normands, un fémur qui réapparaît et qui fait des miracles dont le premier est d'être en fait un os de bras. Et la ville de Quimper prend le nom de Quimper-Corentin. Ah, voilà Sainte-Anne. Coucou Anna, ça va? Ça va, je suis quand même bien contente d'être rendue. Et toi ma fille, comment que c'est? Pas trop triste que ce soit fini? Lise, un peu, c'était un beau voyage. Anna, c'est sûr. Est-ce que Corentin est dans le coin? Lise, oui, tu veux que j'aille le chercher? Anna, je veux bien. Merci, ma belle. Lise. Ah, est-ce que tu pourrais raconter la légende de la ville d'Is en attendant? Anna. À qui? Lise. Et aux gens qui sont là? Anna. Ah, ben oui. Lise. À plus, Anna. Anna. Attends,
attends un peu, dis-moi, est-ce que tu voudrais bien me consacrer une vidéo un de ces jours? J'aimerais bien avoir ma petite vidéo, moi aussi. Lise, bien sûr, je vais me documenter, je te ferai ça. Anna, merci ma chérie, t'es trop mignonne. Lise, ciao ciao. Anna, ciao ciao. Alors, la ville 10. Bien belle histoire, un peu triste à la fin. Comme c'était une légende qu'on se racontait à la veillée, il y a plein de versions. Je vous raconte celle qui a l'air de plaire le plus. Le roi Gradelon, roi de Cornouailles en Armorique, était un fameux guerrier bien têtu. Un jour, il se mit en tête de conquérir des terres dans les pays du Nord. On ne sait pas trop, mais c'est loin, il y fait froid et très brumeux. Tout s'était bien passé, ils avaient pillé, radié, vidé les celliers, commis toutes sortes d'abus, quand ils arrivèrent devant un beau château particulièrement fortifié. Pas facile à prendre, le beau château. Au bout d'un moment, les troupes commencèrent à râler. Il n'y avait que de la glace et des brumes autour, rien à piller, rien à manger, rien à boire, pas la moindre jouvencelle. Avec tout le respect qu'ils devaient à leur roi, ils commençaient à douter. Quelqu'un s'est dévoué pour parler à Gradelon, dont tous savaient qu'il supportait mal qu'on s'oppose à ses décisions. Et effectivement, quand le délégué lui a soumis la proposition de reprendre les bateaux et de rentrer au chaud à la maison en Bretagne, « Eh ben barrez-vous tous, bande de poltrons, moi je reste !» Fort de l'autorisation de leur chef, les troupes ont vite rembarqué, pensant qu'ils ne le reverraient jamais. C'est alors qu'apparaît au pied des remparts une très belle jeune femme, ensorcelante, blonde aux yeux clairs, Malgwen. Gradelon, tout bourru qu'il est, a le cœur qui bat plus vite devant la belle dame. Il veut la séduire, parle de son royaume, de son pouvoir, de ses troupes, il fait le beau. Mais avec une grande douceur, elle lui suggère de ne pas trop la ramener, car elle a bien vu qu'ils sont tous partis en le laissant seul au pays des glaces. Elle lui explique qu'elle est la reine de ce royaume et qu'elle attendait un homme courageux qui la débarrasse de son vieux mari, un gros plein de soupe ivrogne, qui roupille toute la journée. Gradelon hésite. Quand même, comme ça, à froid. Mais la dame est très belle, et elle lui promet que s'il accède à sa demande, elle partira avec lui et emportera toutes ses richesses. Ah, vu comme ça ne se refuse pas. Ils entrent par une porte dérobée, Gradelon tue le vieux mari. Mais voilà, comment repartir puisque tous les bateaux sont au loin? Malgwen n'est pas troublée, elle va chercher Morvart, son cheval, qui file plus vite que le vent et chevauche sur les flots, et hop, pataclop, sur les vagues, ils rejoignent les marins de Gradelon. Je ne sais pas si Malgwen a glissé quelques lingots dans ses poches, car on ne parle plus des richesses. Gradelon et Malgwen sont très amoureux. Peu après, la reine est enceinte. Elle donne naissance à une adorable petite fille, Dahuit, mais ne survit pas à l'accouchement. Gradelon reste seul avec son enfant. Plus la petite grandit, plus elle ressemble à sa mère, et plus Gradelon aime passionnément sa fille. Gradelon avait donné ses terres quimpéroises à Corentin, et il s'était installé dans la ville 10. Ce nom signifie la ville d'en bas. Elle était située au ras de la mer, et une haute muraille l'abritait des vagues des marées hautes. La porte qui donnait accès au rivage ne pouvait être ouverte que par une clé que Gradelon portait toujours sur lui. Ah, voilà Corentin qui a entendu son nom. « Ça va, Corentin ?» Corentin. « Oui, Anna. C'est tout? Tu sais que dans un monde civilisé, on ajoute « Et toi ?» Corentin. « Et toi, Anna ?» Ça va, merci. Je racontais la légende de la ville 10. Corentin. Je sais. Anna. Tu as mal dormi? Corentin. Non. Anna. T'as des vers? Corentin. Je ne supporte pas cette histoire. Cette gamine qui faisait la fête toutes les nuits, qui changeait d'amant toutes les nuits, était une insulte à l'image de notre Seigneur. Anna. Bah, c'était une adolescente livrée à elle-même. J'en ai vu quelques-uns profiter de l'absence de leurs parents pour organiser des fiestas d'enfer. Corentin. Tu as dit le mot. Anna. Simple expression. Et tu connais mon point de vue sur ton enfer. Je préfère mon autre monde. Corentin. C'est bon, ne revenons pas là-dessus, tu veux? Anna. Tu vas m'excommunier? Corentin. Arrête, Anna, arrête! Comment peux-tu défendre cette pécheresse qui a volé à son père endormi la clé de la porte de la ville, une voleuse et une criminelle? C'est à cause d'elle que les flots ont pénétré dans la ville et noyé la population. Elle n'a aucune excuse. Anna. Seulement celle d'avoir été amoureuse, subjuguée par un homme qui a pris plaisir à la détruire. Le seul qui lui a résisté l'a menée à sa perte. La passion peut parfois conduire à commettre des actes. Les faits sont les faits, Anna. Ce que tu nommes passion n'est que désir lubrique répugnant. Anna. Tu as bien de la chance, Corentin, de n'avoir jamais commis l'injustifiable. Mais il n'est pas dans l'ordre du monde que tous puent le vieux bouc pour éloigner les tentations. Corentin soulève sa crosse et s'avance menaçant vers Anna. Celle-ci éclate de rire. Corentin est vexé. Corentin. Quoi, Anna? Mais Corentin, tout va bien.
Détends-toi, tu n'es pas obligé de te conformer à ta légende. Il fallait un évêque sévère et intransigeant pour raconter l'histoire de la ville d'Is. Corentin, c'est pas moi, Anna. Ce n'est pas toi qui as poussé Dahut dans les flots, probablement. Corentin, c'est Gwenolé. Anna, oui, bien sûr, mais il t'était subordonné, non? Corentin est embarrassé. Corentin, bah oui, Anna. Faut assumer, mon garçon. Soit l'évêque domine l'abbé et tu es responsable de ses actes, soit tu renonces à ta position hiérarchique. Corentin se détend soudain et sourit sincèrement. Corentin, tu es redoutable, Anna, vieille sorcière. Anna, ah, je te retrouve, mon petit gars. Je t'aime comme ça. Tu m'emmènes visiter ta belle cathédrale? Corentin, avec plaisir. Anna, mais avant, on va fêter nos retrouvailles. Elle sort une bouteille de cidre de sa besace. Un petit coup de shit, Tiertnat. Corentin, Tiertnat, Anna, Tiertmat.